Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Grand Lac et du grand bain de l'éco. On est de retour après, on va dire quelques jeudis de jachère, puisque entre le 1er et le 8 mai, la station étant fermée, on n'a pas pu organiser le grand bain de l'éco. Donc nous sommes de retour en ce jeudi 22 mai avec grand bonheur. Salutations à l'ensemble de l'équipe de Radio Grand Lac, à notre sponsor émission Bricomarché Grésy-sur-Aix. Et puis, bien évidemment, avant de présenter mon invité, je voudrais vous dire tout le bonheur que nous avons d'être dans un studio qui est serré, graphié, avec bien évidemment le DAB+, qui est notre nouveau mode de communication sur Radio Grand Lac. Vous le savez probablement depuis le 12 mai. Nous sommes sur ce qu'on appelle communément la radio numérique terrestre et nous sommes audibles dans un périmètre beaucoup plus large et avec surtout beaucoup plus de facilité d'audition puisque vous pouvez nous entendre sur une très très large partie du sillon alpin de Genève à Grenoble en passant par la Cluse de Savoie. Et puis, j'en passe et des meilleurs. Je vous invite à nous retrouver, bien évidemment, sur toutes les localités dans lesquelles vous avez la possibilité de nous écouter. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais, que je côtoie à titre professionnel, mais également en tant que client. C'est Michel Nas. Bonsoir Michel. Bonsoir Benjamin. Alors je vais présenter Michel qui est un Alsacien d'origine, mais un Savoyard d'adoption. D'ailleurs, mais n'est pas vraisemblablement le meilleur mot qui convienne. On peut être Alsacien d'origine et Savoyard d'adoption parce qu'en réalité c'est plutôt une conjugaison de qualité, hein. Tout à fait. Et tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi. Et tu as eu, je pense, pouvoir le dire, le bonheur de reprendre avec ton associé, qui est le chef de ce restaurant, eh bien le restaurant Le Savoyard. Alors en présentant l'émission, notamment sur LinkedIn, je me suis permis d'indiquer que le restaurant Le Savoyard était un restaurant mythique, historique de Chambéry. Oui, c'est vrai, en centre-ville de Chambéry, avec évidemment une réputation, une histoire, une âme. Tu as repris cet établissement, je crois, en 2003 En 2007, pardon. En 2007, exactement. En juillet 2007, il y a 18 ans. En juillet 2007, donc cet établissement a sous ta responsabilité l'âge de la majorité. Et on continue d'y côtoyer des publics toujours très différents, des professionnels qui viennent déjeuner, des étudiants, le tout dans un cadre de restauration traditionnelle et un restaurant qui est ouvert du lundi au samedi, c'est-à-dire une amplitude d'ouverture particulièrement importante. On sera amené bien évidemment à évoquer ta qualité de restaurateur, je dirais même de maître restaurateur, puisque tu peux te prévaloir de ce label qui est un label important. Ça veut dire que dans ton restaurant, on fait de la vraie cuisine avec des vrais produits et que bien évidemment, on n'est pas dans une salle de réchauffage, si j'ose dire. Et c'est tout ce qui fait évidemment la particularité, la singularité de cet établissement. Mais tu es aussi, et au-delà d'être un entrepreneur, tu es un syndicaliste. Alors, avec... j'allais dire, tu souris, tout ce que cela peut comporter comme connotation positive et absolument pas péjorative, puisque tu es historiquement un représentant de la profession, alors de l'hôtellerie et de la restauration, mais aujourd'hui, tu es le président savoyard du GHR, du groupement des hôteliers et des restaurateurs. Alors, il y a un découpage géographique qui est un petit peu particulier. C'est le GHR Auvergne-Rhône-Alpes région Est. Et toi, tu présides le GHR Savoyard, branche restaurateur, parce que c'est effectivement ton cœur de métier
Et c'est là où tu peux naturellement prodiguer tes connaissances et ton expertise. Et puis tu as d'autres fonctions et on en parlera également tout à l'heure puisque tu es le vice-président d'une institution départementale qui est le centre de formation Le Fontanil, qui appartient d'ailleurs au réseau des maisons familiales et rurales. Établissement extraordinaire parce que c'est, j'allais dire, un des fleurons de notre apprentissage professionnel. C'est un lieu qui forme bien évidemment de jeunes apprentis qui ensuite peuvent franchir le pas et aller travailler dans les établissements de restauration et d'hôtellerie dans toutes les matières. Et je vous invite, parce que c'est un établissement qui ouvre souvent ses portes, à aller le visiter pour voir que l'on pratique absolument tous les métiers de bouche, de la boucherie à la pâtisserie en passant par la boulangerie. On sera amené pendant cette émission à évoquer, je dirais, ces 3 casquettes, en quelque sorte. Et je vais te laisser la parole après ce long propos introductif pour te demander de nous dresser peut-être une petite chronologie de, non pas ton histoire, mais en tout cas de ta passion. Je sais que tu étais très tôt et dès l'origine passionné de cuisine, mais que tu as décidé finalement de mettre en œuvre cette passion sous l'angle aussi de la gestion de l'établissement. Très bien. Merci Benjamin, tu as fait une belle introduction en tout cas. Je vois que tu t'es bien renseigné et que tu connais un petit peu mon parcours. Absolument. Donc effectivement, je suis alsacien d'origine. J'ai fait l'école hôtelière de Strasbourg pendant 6 ans avec un BEP de cuisine, un BTH, on appelait ça comme ça à l'époque, un brevet de technicien hôtelier, et un BTS en restauration. Donc je n'ai que des études de restauration. Je n'ai fait de ma carrière que de la restauration. Ayant débuté donc en cuisine, j'ai eu la chance de croiser dans ma carrière des gens qui m'ont donné le goût du service, de la salle, du contact clientèle, qu'on a un petit peu moins quand on est plus jeune, je dirais. Et puis surtout, cette personne m'a donné le goût à la gestion. Donc je remercierai jamais assez un monsieur dont je me souviens bien du nom, c'est Éric Michelet, qui était directeur d'exploitation à l'époque pour les hôtels et casinos du groupe Louis Saint-Barrière à Deauville et à Dinard. Donc j'ai eu la chance de travailler à ses côtés pendant 4 années. Très très belle école. Le groupe Louis Saint-Barrière, c'est vraiment une belle école de luxe, de palace. J'ai eu la chance de côtoyer quand même de beaux établissements, avec des directeurs de salle très très à l'ancienne, l'hôtel Normandie, le casino de Deauville, le casino de Dinard. Et puis ensuite, j'ai voulu voir un petit peu autre chose. Je me suis dirigé vers de la restauration plus commerciale sur Paris pour le groupe La Criée, sur lequel j'ai pris j'ai eu un poste d'adjoint de direction. Paris m'a pas trop convenu en termes d'environnement personnel, surtout après la Bretagne. Donc je me suis redirigé vers l'Alsace où j'ai dirigé un petit hôtel-restaurant 2 étoiles pendant 2 ans. Et puis suite à ça, j'ai intégré un groupe de restauration, un grand groupe de restauration local, le groupe Restoleil, le groupe de Michel Porcel, donc qui est un Haut-Savoyard, dont le siège est à Saint-Joriot, à côté du lac d'Annecy, qui m'a donné ma chance, qui m'a donné directement la direction d'un établissement sur la côte atlantique à Moliette, exactement. Dans les Landes ? Dans les Landes. Donc c'était un dépaysement encore pour moi. Je ne connaissais pas du tout cette région. Et puis ce groupe est un groupe, et grâce à Michel Porcel, je dirais, qui m'a permis d'évoluer grandement dans la gestion et puis dans l'ouverture aux autres, parce que ce groupe avait à un moment donné une centaine d'établissements étalés sur toute la France, spécifiquement sur les saisons hiver et été. Donc en fait, on avait des contrats d'été, des contrats d'hiver. Et puis j'ai fait les stations en Savoie, j'ai refait la côte atlantique, j'ai fait de la côte d'Azur, je suis revenu encore un petit peu en montagne. Et puis après, je me suis basé plus en Provence pour lui, sur un golf, parce qu'il gérait également de la restauration de golf. Et puis,
la vie privée faisant, je me suis installé à l'année, grâce à lui également, sur Vienne, en Isère, où il avait repris une taverne de Maître Canter. Et puis pour les locaux, vous vous en souvenez peut-être, il y avait une taverne de Maître Canter à Chambéry. Il est au Fraisier? Oui. Rue Fraisier. Voilà. Ouais. Et Michel Porcel avait également cette taverne. Donc en fait, je voyageais un petit peu entre Vienne, entre Chambéry. Et puis voilà, affaire faisante, il a repris également un autre établissement mythique d'Aix-les-Bains, La Rotonde. Voilà. Donc La Rotonde. Comment je suis arrivé à Aix-les-Bains? C'est La Rotonde en 2003. En 2003, la grande rénovation de La Rotonde. Donc j'ai repris la direction de cet établissement. Michel Porcel m'a donné ma chance, avec Christophe Jambon qui était son associé sur cet établissement. Je l'ai dirigé pendant 3 ans et demi. Et après tous ces petits parcours, je me suis dit, bon, allez. Je me lance. Si je me lançais moi-même, avec le soutien de mon épouse, à l'époque, qui m'a dit, vas-y, fonce, on croit en toi. Et donc, on a repris avec Christophe, qui est mon associé chef de cuisine que tu as évoqué tout à l'heure. Christophe Flicker, donc, qui est un Alsacien aussi, comme par hasard, qui travaillait également pour le groupe Restoleil. Donc, je l'ai connu à La Rotonde, et puis je l'ai embarqué avec moi et on a repris ensemble le restaurant Le Savoyard à Chambéry. Voilà, donc depuis 18 ans maintenant. Donc j'ai la chance d'avoir le même chef de cuisine, le même associé, un établissement qui s'est fortement développé. On a quasiment quadruplé le chiffre d'affaires en 18 ans. On est devenu... C'était déjà un établissement institutionnel, mais un peu vieillissant. On a réussi à le rajeunir. Et puis surtout, on a amené un côté beaucoup plus contemporain à cet établissement. Et j'avais du mal à le définir. Et j'ai un dirigeant d'un grand club sportif local qui m'a dit un jour, tu sais Michel, tu as un restaurant populaire. Ouais. Donc je l'avais mal pris au départ en disant populaire, j'ai pas trop compris. Et en fait, il m'a dit non, mais il le prend pas mal le terme populaire parce que en fait, tu as une clientèle très cosmopolite, aussi bien comme tu l'as dit tout à l'heure, Benjamin, des étudiants, des hommes politiques, du passage, des touristes, des personnes âgées, des jeunes, des vieux, et tout le monde se côtoie dans le même milieu. Et c'est vrai qu'on a réussi à ce pari de mélanger toute cette clientèle-là, et ça se passe plutôt bien. Oui. Alors grâce bien sûr au travail de Christophe, grâce au mien un petit peu quand même, je pense. Et puis grâce surtout à des équipes, et je souhaite quand même mettre un point d'honneur à mettre en avant mes équipes, parce que j'ai la chance d'avoir des équipes formidables qui me suivent un petit peu dans mes délires des fois, mais qui nous accompagnent, et sans nos équipes on serait pas grand chose. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des gars et des filles formidables. Avec une grande constance, je pense pouvoir le dire, dans la gestion du personnel, parce que s'appuyer sur des équipes compétentes, c'est aussi s'appuyer sur des équipes avec lesquelles on travaille depuis un certain temps. Je sais qu'il y a des collaborateurs qui ont des collaborateurs quelques années d'expérience, quelques dizaines d'années d'expérience, qui côtoient des jeunes. Alors je dis pas que c'est facile au quotidien. Ouais. On a tous nos problèmes liés à la gestion du personnel. Mais on arrive quand même à fidéliser et à amener une vraie politique et une vraie vision commune dans l'entreprise. Et j'en suis plutôt fier, et je suis surtout très fier, encore une fois, de ces équipes qui me permettent aussi de pouvoir me détacher de l'établissement et prendre un peu de hauteur et de ramener parfois des choses que je vois ailleurs. Parce que j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs, et pas que en Savoie, justement, j'aime bien rayonner un petit peu partout. Ouais, bien sûr, c'est important. Alors, le restaurant savoyard, on pourrait se dire, voilà, un restaurant de spécialité savoyard. Oui, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Et ça a été là le grand challenge qu'on a relevé avec Christophe. C'est qu'on avait une saisonnalité assez forte quand on a repris, parce que les spécialités savoyardes, bien sûr, on en est tous fiers, et c'est très très bon. Vous voyez, je dis on en est tous fiers parce que je suis maintenant vraiment savoyard. Oui. Je pense que tu peux te revendiquer savoyard. Ouais, je pense. On est quelques Alsaciens en Savoie à avoir bien réussi, et voilà. Donc j'aime bien ce terme de rester et puis Alsacien, mais savoyard. Avoir deux cultures peut être utile, parce que je pense qu'il y a aussi quand même un ADN alsacien, et puis de manière plus générale un ADN de cuisine française.
Oui, et puis de respect du produit. Donc pour en revenir à ta question initiale, effectivement, pas que de la spécialité savoyarde, parce qu'on avait cette saisonnalité sur les spécialités savoyardes qu'on connaît bien, fondue, raclette, tartiflette. L'été, c'est pas summer body quand même, comme on dit. Donc on a réussi à mettre en place une carte saisonnière avec des produits principalement locaux ou une touche savoyarde. On travaille beaucoup nos alcools, nos produits locaux, du cochon local, des produits du lac. Et puis, du coup, ça nous permet quand même d'attirer une clientèle diverses et variées. On peut se faire plaisir avec une bonne spécialité savoyarde, mais on peut également manger un tartare de poisson. Tout à fait. On peut également manger des choses beaucoup plus légères. Et surtout, on a apporté une touche supplémentaire avec une pâtisserie 100% maison. On a toujours eu un pâtissier ou une pâtissière. En ce moment, on a une pâtissière qui est formidable, qui nous permettent d'avoir des desserts maison, 100% maison. Et donc, je rebondis sur ça, c'est qu'on est maître restaurateur depuis 2013, donc depuis plus de 10 ans. Donc, pour reprendre tes termes, effectivement, c'est le seul label d'État qui existe à l'instant T, qui permet de justifier que la maison est que la cuisine est 100% maison et que l'établissement est bien tenu par des professionnels, parce qu'il n'y a pas que le côté cuisine qui est audité là-dessus. Il y a également la tenue de la salle, la tenue du personnel. Bien sûr qu'on soit à jour, vu que c'est un label d'État, qu'on soit à jour dans tout ce qui est juridique et normes. Voilà, donc c'est un beau label que j'aime promouvoir. D'ailleurs, je fais partie aussi de l'association des maîtres restaurateurs que je représente sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce label d'État de maître restaurateur est assez important. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce label de maître restaurateur qui n'est pas, j'allais dire, hérité de temps ancestraux, hein. C'est une réglementation qui est apparue indispensable pour, entre guillemets, discriminer les vrais restaurateurs, ceux qui cuisinent avec des produits choisis, de ceux qui se sont lancés dans la cuisine, ou plus exactement dans la restauration, mais pas forcément au bon sens du terme. En tout cas, dans la volonté de donner à manger de la nourriture aux gens sans faire souvent attention à ce qu'il y avait dans l'assiette. On a beaucoup parlé des plats sous vide en particulier. Alors, j'aime pas opposer toutes ces restaurations, il en faut pour tout le monde. D'accord. Le tout, c'est que le client en soit informé. Il y a quand même un savoir-faire, il y a quand même un coût sur le personnel pour mettre toutes ces matières premières en œuvre, qui est plus important quand on fait une cuisine maison. Ce coût est plus important également pour les gens ou pour mes confrères qui ne font pas maison, mais ils ont moins de personnel. Donc c'est un choix. J'aime pas opposer les deux, mais j'aime bien que le client soit au courant de ce qui se passe et ce qu'il a dans l'assiette. On peut aller manger dans des fast-food, je tairai le nom des fast-food, c'est pas grave. On sait où on est. Chez un maître restaurateur, on sait où on est. Quand on va dans un restaurant gastronomique étoilé, on sait où on est. Voilà. Le tout, c'est qu'il faut pas que le coût soit décorrélé de la prestation qu'on vous sert. Voilà. Moi, ça me gêne pas qu'on soit pas maître restaurateur. Le cahier des charges est quand même très contraignant. Ça, c'est sûr. C'est une véritable certification, hein. C'est une certification. Après, la cuisine maison et la cuisine faite maison ou la cuisine non faite maison, c'est extrêmement compliqué parce qu'on utilise beaucoup de produits hybrides. Juste un ingrédient mis dans un plat qui n'a pas été fait maison fait que le plat n'est plus fait maison. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Demain, on fait un croque-monsieur avec un pain de mie qu'on a acheté chez un industriel et on met tous des bons produits dedans, qu'on le cuit nous, qu'on fait tout très très bien. Il est plus maison. Bon. Est-ce que le pain de mie, on peut considérer, à un moment, il faut se positionner et c'est pour ça que la réglementation du fait maison et du non fait maison qu'a voulu faire passer l'État il y a quelques mois, voire quelques années maintenant, on s'y perd un petit peu, est pas si simple parce qu'il y a ces produits hybrides. Et puis il y a également là-dedans l'hygiène alimentaire.
c'est pas simple de faire tout maison en respectant une hygiène alimentaire irréprochable, surtout quand on a une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. Et donc toute la difficulté est de trouver l'équilibre qu'il faut économique et pour satisfaire nos clients. D'accord. Mais j'aime pas opposer les deux, moi. Merci de le préciser, c'est important effectivement. On peut manger convenablement chez un restaurateur qui n'a pas le titre de maître restaurateur, et tu as l'élégance de le rappeler. Tout le monde ne peut pas l'être parce que ça a des implications importantes en termes bien évidemment de budget de fonctionnement, en termes de masse salariale. Ce qui me permet d'ailleurs de te poser la question, quelle est dans ton établissement la sociologie du personnel, alors à la fois en cuisine et au service, pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien comment ça fonctionne, alors sur le devant de la scène, mais également derrière le comptoir, si j'ose dire, hein, et dans les cuisines. Alors si je comprends bien ta question, tu souhaiterais connaître un petit peu la répartition des collaborateurs. Ouais, alors en fait, mes collaborateurs en salle, j'ai la chance d'avoir un adjoint depuis plus de 10 ans maintenant, qui est un autodidacte de la restauration. D'accord. Que j'ai formé à mon image et qui est, moi je l'appelle mon clone, voilà, et qui fait ça parfaitement et qui comprend parfaitement. Mais c'est un autodidacte, il est pas du tout de la restauration, comme quoi. Mais il a compris les codes. On lui a appris les codes. Je l'ai également envoyé en formation sur du management ou sur des produits spécifiques comme l'œnologie ou le bar, ce qui lui a permis de monter en compétences. Et puis ensuite, derrière, j'ai des jeunes, donc Christophe, parce qu'il s'appelle Christophe aussi, j'ai 2 Christophe. Après, j'ai plus des profils plus jeunes. D'accord. 20, 25 ans. Qui sont des gens qui ont été formés en hôtellerie-restauration, souvent issus de l'apprentissage ou d'école hôtelière, et puis voilà, qui tournent, qui font 2, 3, 4 ans, mais c'est un turnover assez faible par rapport à ce qui peut se pratiquer dans notre profession. Dans notre profession, le turnover est quand même assez courant. Il est courant. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'effectivement, la voie professionnelle est une voie qui permet d'accéder à la vie active, hein, pour les jeunes étudiants, entre guillemets. J'ai évoqué tout à l'heure des fonctions de vice-président du CFA du Fontanil, qui forment au métier de bouche. Est-ce que aujourd'hui, lorsque l'on est effectivement un restaurateur, un maître restaurateur même, on trouve son bonheur dans ces établissements d'apprentissage? Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les règles de recrutement, si j'ose dire? Le recrutement à l'heure actuelle est un point clé sur notre profession, pas que, hein, pour échanger souvent avec des confrères issus d'autres corporations. Le recrutement, il se fait par divers réseaux. Souvent, on me pose la question comment faire pour trouver du personnel. Il y a plus de règles. Les règles, alors le Covid étant passé par là, hein, on l'oublie peut-être, mais il y a un avant Covid, un après Covid. C'est vrai. Les règles ont évolué, ont changé. Les pratiques des gens qui cherchent du travail ont changé. Les priorités peut-être ont changé. Je sais pas qui a raison, ou qui a tort, mais en tout cas elles ont changé. Il faut s'adapter. Donc moi j'ai un réseau personnel, enfin de gens on se connaît tous. C'est une corporation, donc on se donne les bons tuyaux, on échange. Il y a Indeed, il y a LinkedIn, il y a France Travail, il y a le Fontanil, il y a Groisy, il y a les écoles hôtelières. Ça réseaute. Le mieux pour moi à l'heure actuelle, c'est le réseau, et le mieux c'est même de la cooptation parfois. Moi, dernièrement, j'ai engagé un nouveau cuisinier. C'est un employé à moi que j'ai engagé au mois de décembre, qui est très très bien chez moi, et qui a dit à son collègue qui cherchait du travail, viens ici, c'est une bonne entreprise. Et il m'a rendu service. Formidable. Et la cooptation aussi est plutôt intéressante. Est-ce qu'il est difficile de recruter dans la restauration? Et si oui, j'ai une question encore plus précise. La question est un petit peu orientée. À quel poste en particulier? Tous les postes sont difficiles à recruter. En cuisine, un petit peu plus. Pourquoi? Parce que la cuisine est un métier technique, un métier de savoir-faire. On n'acquiert pas ce savoir-faire sur le tas.
il y a une connaissance de produit, il y a une connaissance de technique à avoir, plus une dangerosité du métier quand même. Il faut pas l'oublier. Bien sûr. Des règles d'hygiène très importantes, mais on peut former. On peut former, et à l'heure actuelle, c'est un petit peu quand même le leitmotiv de la profession, c'est de former. En salle, ça peut être un peu plus facile. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on estime que le service n'est pas un métier, mais que c'est un job d'appoint, ou que c'est un job en attendant. C'est beaucoup d'étudiants viennent nous voir pour remplir ces fonctions-là, et parfois restent dans la profession. Ça peut arriver, et c'est pas les plus mauvais. Mais cette solution est parfois une solution de passage, et on ne fidélise pas forcément beaucoup notre personnel. Et puis la différence de certains établissements, c'est justement quand on a des gens professionnels au service et des gens non professionnels. Moi, je suis quand même attaché aussi à la qualité de service, et à cette qualité d'accueil qu'on peut avoir envers notre clientèle, reconnaître un client, connaître ses habitudes, savoir avoir le petit mot, savoir se comporter. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai une clientèle très différente. Mais quand vous avez un homme d'affaires qui vient le midi pour du business et qui vient le soir avec ses copains, on ne se comporte pas de la même manière. Et ça, c'est du professionnalisme. Et ça, parfois, c'est un peu plus dur à faire comprendre à des gens qui n'ont pas suivi une formation, ou en tout cas qui n'ont pas eu cet ADN-là au départ de leur carrière. Bien sûr, et j'imagine qu'il te revient à toi ou à ton adjoint de direction, bien évidemment, de prodiguer les bonnes directives, entre guillemets, au personnel. Alors, pour certains, ils sont conditionnés, entre guillemets, à ce genre d'exercice, consistant effectivement à connaître les habitudes des clients, les traiter avec beaucoup d'attention. Et puis pour les collaborateurs qui sont là de manière un petit peu plus récente, il faut effectivement passer par des petits cours entre guillemets oui, parce ce qui se pratique chez moi n'est pas forcément vrai ailleurs. Donc il faut parfois s'adapter. Et moi je dis simplement, quand un nouveau collaborateur arrive dans notre entreprise, on lui donne des règles. Ouais. Il faut lui donner un cadre. C'est pas grave qu'il ne fasse pas la même chose qu'à côté, mais parfois il faut donner des cadres. Et tout collaborateur, à partir du moment où il a un cadre, il va se sentir aussi mieux dans son poste parce qu'il sait où il peut aller, jusqu'à où il peut aller, et où lui-même peut apporter sa contribution à l'ensemble de l'entreprise. Ça veut dire que les portes d'un établissement de restauration ne sont pas fermées, et tu le disais tout à l'heure, tu as un adjoint de direction qui est autodidacte, ne sont pas fermées à des personnes qui n'ont pas été préalablement formées à la restauration, même si bien évidemment, après la formation empirique est nécessaire naturellement pour pouvoir travailler durablement dans un établissement de restauration qui, de surcroît, est doté du titre de maître restaurateur. Nous allons clore cette première partie d'émission et nous allons profiter d'une petite respiration musicale avant de nous retrouver pour la seconde partie de l'émission où nous aborderons des activités représentatives, syndicales, qui t'occupent beaucoup et qui expliquent aussi que tu puisses te reposer, entre guillemets, sur des collaborateurs et associés qui sont tes relais indispensables au sein du restaurant Le Savoyard. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. De retour dans le grand bain de l'éco sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, en compagnie ce soir de Michel Nass, le dirigeant du restaurant Le Savoyard, j'allais dire la multicasquette du restaurant Le Savoyard, et puis c'est la deuxième partie, si j'ose dire, de cette émission, va être consacrée à tes activités représentatives, syndicales, que je connais très bien parce que dans le cadre de mon exercice professionnel, on s'est connus il y a quelques années, je dirais même une bonne vingtaine d'années, à une époque où tu étais un membre extrêmement actif, alors d'une institution qui a été absorbée depuis par
le groupement des hôteliers et des restaurateurs, qui fait partie du groupe national des indépendants, hein, et qui était la FAGIT. Alors, pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas ce qu'est la FAGIT, il s'est agi d'un syndicat hôtelier créé par Jacques Jon, qui était un hôtelier de Saint-François-Longchamp, si mes souvenirs sont bons. Et c'était donc la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique, située avenue de Lyon. D'ailleurs, la FAGIT a exercé son activité avec de nombreux collaborateurs pendant de très nombreuses années. C'était un syndicat local, mais qui avait une audience nationale et qui était donc un interlocuteur, un partenaire social, et tu avais déjà des responsabilités à cette époque, lorsque probablement tu es devenu le directeur des établissements du groupe Restoleil. Ah non. Un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, avec le restaurant Savoyard, oui. Bon, est-ce que je peux te laisser nous conter ces premières années de tes fonctions représentatives dans lesquelles tu t'es beaucoup investi, et c'est un euphémisme pour la profession. Ouais, alors juste la petite histoire. Effectivement, à l'heure actuelle, on s'appelle, je prends ma casquette GHR, donc le groupement des hôtelleries et des restaurations de France. Au départ, c'était la FAGIT, donc syndicat local, Savoie, Haute-Savoie, Doubs et l'île de la Réunion. Spécificité. Ouais. Et la spécificité de ce syndicat représentatif patronal, c'était la saisonnalité. Parce qu'on estimait qu'à Paris, on n'était pas très bien entendu pour la spécificité des saisons, et en l'occurrence des saisons hivernales. La FAGIT, en 2017, a disparu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des règles de représentativité édictées par l'État. Donc on a fait un regroupement avec 2 autres syndicats, qui étaient eux-mêmes représentatifs à l'époque, le Sinorca pour Paris et le Grand Ouest pour la partie ouest de la France, et ce qui a créé le GNI, le Groupement National des Indépendants. Absolument. Et depuis 2 ans, le Groupement National des Indépendants a disparu au profit du GHR, parce qu'on a absorbé 2 autres syndicats qui sont le SNRPO et le SNRTC, qui sont des syndicats qui représentent les cantines d'entreprise et la restauration commerciale de chaîne, entre autres Buffalo et compagnie. Donc en fait, voilà, on grossit. Ouais. On grossit, et puis donc il y a le GHR et l'autre syndicat, je peux le nommer, qui est l'UMIH, voilà, qui est un peu plus gros que nous. Mais un peu moins présent sur le territoire savoyard et haut-savoyard, où effectivement le GHR a un petit peu plus la main, même si on travaille en collaboration permanente avec nos amis et confrères de l'UMI. De l'UMI, voilà. Absolument. Donc moi j'ai intégré d'abord comme adhérent, tout simple, et puis Claude Domas, le président à l'époque de la FAGIT, m'a demandé si je voulais m'intéresser à certains dossiers, et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et puis le côté très intéressant de ces dossiers m'a fait grimper, m'a fait connaître des gens à Paris. J'ai défendu quelques dossiers, et puis au fur et à mesure, voilà, ça vous happe un petit peu, ça vous prend. Et puis voilà, donc maintenant je représente la Savoie au niveau du groupement des hôtelleries et des restaurations de France, et je siège donc également au régional et au national, aux côtés de Catherine Kérard, notre présidente. Et donc j'interviens régulièrement pour les dossiers spécifiques de la saisonnalité liée à nos territoires. Très bien, d'accord. Donc c'est une activité, il faut quand même le rappeler, qui est totalement bénévole. Totalement bénévole. Le syndicalisme patronal, c'est bénévole. J'imagine que tu es peut-être défrayé, mais tu ne perçois en tout cas aucune rémunération. Pas davantage d'ailleurs que tu n'en perçois en ta qualité de conseiller prud'homal, puisque tu as aussi également une activité judiciaire. Hein. Oui, je l'ai eu, j'ai arrêté.
tu l'as eu, une activité de représentation du Collège des employeurs au Conseil de prud'homme d'Aix-les-Bains. Et cette activité donc représentative, elle est importante. Elle est importante, tu l'as dit, aux côtés et non pas contre, j'allais dire, les confrères de l'UMI, pour constituer, entre guillemets, alors une force parfois d'opposition, mais aussi une force de proposition. D'accord ? Est-ce que tu peux nous expliquer, sous l'angle de la saisonnalité, mais plus généralement sous l'angle de la défense des hôteliers restaurateurs, en quoi consistent tes fonctions, ou plus exactement tes responsabilités ? Eh ben, je vais prendre un sujet qui est très clair et qu'on aime bien évoquer. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, le Covid. Le Covid, l'aide qu'on a perçue, effectivement, c'est le travail des organisations patronales pour que notre profession soit aidée. Alors, trop, pas assez, je vais pas rentrer dans ce débat. On est en train de payer les pots cassés, c'est vrai un petit peu. Mais malgré tout, on a sauvé beaucoup de nos professionnels. Et là où nous, on a pu intervenir, c'est sur les spécificités qu'on a pu avoir en station, parce que les chiffres d'affaires ne sont pas lissés sur une année, parce que en station, on a des logements qui coûtent très très cher à nos professionnels et qui n'étaient pas pris en compte forcément dans les calculs des aides. Et toutes ces spécificités où on pouvait avoir des remontées mécaniques ouvertes, des établissements fermés, de pouvoir servir en terrasse, mais alors servir en terrasse en plein hiver, c'est pas très simple. Donc ça, c'était mon rôle, le rôle de mon confrère au Savoyard également, Eric Pantalacci, de remonter ces informations-là. Après, il y a d'autres sujets liés principalement en RH à la saisonnalité également. Parce que là, on a des vrais sujets liés au contrat de travail des saisonniers, qui est un contrat de travail. Et là, Benjamin, tu es encore plus expert que moi, oui, je connais bien la question. Spécifique, le contrat saisonnier, c'est quand même un contrat très spécifique. Et là, à nous de défendre ce contrat pour que nos professionnels puissent exercer leur métier dans des conditions sécures face aux services de l'État qui sont amenés à nous contrôler et qui parfois prennent le texte brut sans pouvoir l'adapter à une activité spécifique liée à la spécificité de la saisonnalité. Oui, tout à fait. On va rappeler ce qu'est un CDD saisonnier. On va d'abord rappeler que la règle en matière de contrat de travail, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. Que le contrat à durée déterminée, ça doit pas être une forme de période d'essai déguisée. C'est important de le rappeler aux auditeurs et aux auditrices employeurs. Et le CDD saisonnier ne s'applique qu'aux établissements qui œuvrent dans des domaines de saison et dans des secteurs géographiques saisonniers. C'est-à-dire, pour être tout à fait clair, les stations de sport d'hiver. Ou Aix-les-Bains. Ou Aix-les-Bains en particulier, effectivement. Le contrat à durée déterminée saisonnier, il répond à un certain nombre de règles obligatoires et notamment le caractère saisonnier de ce contrat doit être tout à fait marqué. Et puis, il permet à l'employeur, parce que c'est un avantage également, de ne pas verser en fin de contrat une indemnité de précarité qui est par contre due aux salariés sur tous les autres contrats à durée déterminée de remplacement par exemple. Donc c'est un outil de gestion qui est absolument indispensable effectivement pour nos hôteliers et nos restaurateurs saisonniers en termes de gestion, parce que comme tu le disais justement, il y a des coûts de fonctionnement liés notamment à la mise à disposition d'avantages en nature logement qui doivent être pris en compte et qui sont particulièrement lourds à supporter pour un certain nombre d'exploitants qui n'ont que quelques mois de saison. Alors, il y a effectivement des hôteliers restaurateurs qui sont des doubles saisonniers, mais tout le monde n'a pas cette possibilité, cette capacité et cette assise financière d'être un exploitant de sport d'hiver et un exploitant de station balnéaire. En tout cas, toi, tu connais bien évidemment le monde à la fois de la restauration permanente, mais le monde aussi de la restauration saisonnière. En termes de public et d'adhérents, est-ce qu'elle répond à des caractéristiques particulières ? Et puis plus généralement, est-ce que tu peux nous dire quelle est la sociologie des adhérents du GHR aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans une dynamique de progression ?
Alors, on n'est pas malheureusement dans une dynamique de. On a eu une grosse progression à l'issue du Covid. D'accord. Parce que on a compris pourquoi on était là. Malheureusement, en France, quand vous représentez une organisation patronale, que vous soyez adhérent ou non adhérent, vous avez les mêmes règles. Donc parfois on nous dit que j'adhère ou que j'adhère pas, de toute manière, j'ai les mêmes obligations et j'ai les mêmes droits. Oui, c'est vrai. Mais en attendant, plus fort on est ensemble, plus on est fort face aux demandes incessantes de réglementation plus en plus fortes et plus en plus ciblées, et que les gens qui viennent nous voir souvent viennent trop tard, viennent à partir du moment où ils ont un problème. Et en fait, les gens qui travaillent pour nous, les salariés de l'organisation professionnelle, ces gens-là sont payés. Il faut bien qu'ils vivent de quelque chose et que l'organisation vive de quelque chose. À l'heure actuelle, les organisations professionnelles ne vivent que des cotisations. Donc si on n'a pas d'adhérents, on ne pourra pas défendre Absolument. La profession et ça va commencer à nous poser un problème. Donc autant nous, élus, comme tu l'as dit, on est bénévoles, totalement, et je tiens à le préciser. Oui, on peut être défrayé. Je vous avoue que on va pas faire des frais pour 3-4 kilomètres qu'on fait tous les jours. J'imagine bien. Le temps qu'on est en représentation, on le passe pas dans nos entreprises. On le passe pas non plus dans notre vie privée. Et ça, je tiens à le dire quand même. Parce que parfois, c'est très chronophage et c'est pas toujours très compréhensible et à juste titre par notre entourage personnel. Malgré tout, ça crée un réseau, ça crée des connaissances et parfois les solutions qu'on croit impossibles, on les trouve chez son confrère, on discute, on partage, on passe des moments de convivialité, ça c'est sûr, surtout dans cette profession, mais il en faut. Et moi, ça m'arrive, j'aime le dire, j'aime parfois sortir de certaines réunions ou de certaines rencontres en me disant « je croyais que j'avais des problèmes ». Mais quand j'entends mon confrère en face, lui, il en a vraiment plus que moi. Et presque, ça fait du bien. Alors, c'est pas sympa pour le confrère. Mais en attendant, on peut se dire, c'est pas si pire que ça. Donc, il faut qu'on parle, il faut qu'on trouve des solutions ensemble, il faut qu'on puisse accompagner toute cette profession, qu'on la tire en avant. Et il faut qu'on puisse aller demander aux institutionnels des solutions, aux parlementaires. Moi, je suis en discussion permanente avec les parlementaires locaux pour qu'ils portent des sujets locaux au national pour que des textes de loi ou en tout cas des décisions soient prises dans le sens positif pour l'exploitation de nos établissements montagnards ou de vallées. On a un sujet, 2030, bien sûr, Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Il faut se saisir de ce moment-là pour faire entendre la spécificité, j'aime à le dire, mais cette spécificité de notre territoire. Oui, bien sûr. Et qui est parfois, vu de Paris, un petit peu compliqué à faire entendre. Les Parisiens, je leur jette pas la pierre, mais ils voient la Savoie 1 à 2 semaines par an. Oui. Et ils s'en font cette idée-là. C'est pas que ça. Comment faire tourner une affaire en saison? Les prix sont très chers, je le conçois. Ouais. Maintenant, quand on connaît le prix ou les charges d'exploitation que peuvent avoir nos professionnels, c'est énorme, Donc, et puis il y a une réglementation qui évolue en permanence. Et à l'heure actuelle, on est en train de venir chercher. J'ai des sujets en ce moment sur la SACEM, sur l'interprétation du droit du travail, sur l'interprétation des avantages à nature. Il y a pléthore de sujets qui mettent nos confrères et adhérents dans des situations parfois économiques dangereuses. Sur des considérations très techniques, celles que tu viens d'évoquer, la SACEM, ça fait appel bien évidemment au paiement de la musique que l'on diffuse dans l'établissement. La problématique des avantages en nature, c'est la valorisation des frais de nourriture et de logement que l'on prodigue et que l'on est bien obligé de prodiguer à nos salariés. Absolument, qui est issu du Code du travail et de la convention collective, dans la mesure où on a entre guillemets la charge de ses collaborateurs pendant la durée de la saison.
Et donc, si je voulais te poser la question de savoir à quoi sert une organisation syndicale et a fortiori une organisation syndicale comme le GHR, mais je pense qu'on peut dire à peu près la même chose de l'UMI, c'est d'être une force de proposition groupée, solide, qui même si elle n'est pas dans une dynamique de progression du nombre d'adhérents, mais ça ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler, reste en tout cas un socle extrêmement solide, pour faire d'abord porter par les représentants démocratiquement élus, que sont nos Émilie Bonivard, Marina Ferrari, pour ne prendre que l'exemple de nos 2 députés savoyardes, Vincent Rolland en parenthèse, bien sûr, on va pas l'oublier, et de manière à ce que ces parlementaires puissent faire remonter au niveau national les préoccupations. Je pense qu'il doit y avoir également des discussions et des échanges avec des services ministériels. Tout à fait. Avec la préfecture. Bon, voilà. J'étais encore ce matin en préfecture pour essayer d'arrondir les angles sur certains sujets. Voilà, on essaie d'être facilitateur et apporteur de solutions. D'ailleurs, c'est notre nouveau slogan au national pour le GHR, c'est apporteur de solutions. Donc il faut apporter des solutions, il faut faciliter ces liens qu'on peut avoir. Et l'administration est plutôt contente de nous trouver, parce qu'en fait, on parle ensemble, sans énervement, avec des codes qu'on a identifiés maintenant. Il y a des façons de faire. Je ne savais pas le faire avant, je commence à savoir le faire. La diplomatie ? Diplomatie ou parfois la fermeté. C'est vrai. On a les médias qui peuvent nous aider, les réseaux sociaux qui peuvent nous aider, mais d'aller systématiquement en opposition, ça ne sert à rien si on n'apporte pas une solution. Donc nous, notre leitmotiv, c'est vraiment d'essayer de trouver un compromis, trouver des solutions. On ne défend pas ce qui n'est pas défendable, c'est sûr. Il y a des règles, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas déroger. On en est conscient. Maintenant, on peut parfois avoir une interprétation un peu différente en fonction des interlocuteurs qu'on a en face. Et tu as cité nos 3 députés. J'aime aussi à citer nos 2 sénateurs. Oui, tu as parfaitement raison. Qui sont à nos côtés vraiment régulièrement, Cédric Vial et Martine Berthet. Absolument. Qui nous apportent. Pardon à eux. Voilà, qui nous apportent beaucoup de soutien et qui sont vraiment des relais pour nous au niveau national pour des sujets locaux ou parfois nationaux, parce que on a des problématiques sur nos territoires qui sont les mêmes à Paris ou dans le Grand Ouest ou dans le Sud. Les tickets restaurants, des choses comme ça sont des sujets nationaux, les commentaires en ligne, l'IA. Enfin voilà, il y a des sujets, on peut en trouver. Les sujets de préoccupation sont infinis ou presque. Oui, c'est tous les jours on en découvre de nouveaux. Ouais. À telle enseigne que je me pose la question de savoir comment tu arrives à vivre plusieurs vies comme ça, parce que indépendamment de ça, tu as une vie familiale heureuse et c'est heureux si j'ose dire, mais tu ne peux pas malheureusement lui consacrer tout le temps que tu souhaiterais. J'ai la chance d'avoir une épouse compréhensive jusqu'à un certain point, donc je sais aussi m'arrêter. Et je sais dire stop. Et surtout, on est en train de monter en tout cas sur le département de la Savoie, des points relais, je dirais, de représentants qui vont, j'en cite un pour Aix-les-Bains, Thibaut Albert, qui reprend le flambeau de son père derrière, qui était Michel Albert, qui était déjà aussi administrateur au GHR. Absolument. Et donc Thibaut va beaucoup m'aider sur le territoire. Je lui ai demandé d'ailleurs qu'il m'aide plus encore qu'il ne le fait, et il l'a accepté, donc je l'en remercie. Mais en tout cas, dans chaque station, j'ai également un référent. Alors, on n'aime pas dire président, voilà, c'est les titres, moi je pense que les titres, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert que, effectivement, sur la représentativité officielle, parce que un préfet, un député, un sénateur, un ministre a besoin d'un titre en face, ce qui est compréhensible. D'accord. Alors, on va faire un petit peu de promotion pour les activités, puis pour les manifestations à venir du GHR. Ici, on est dans le Grand Bain de la Vie Locale, et le Grand Bain de la Vie Locale, c'est
Aix-les-Bains, mais c'est aujourd'hui bien plus qu'Aix-les-Bains, d'accord, ou en tout cas que le périmètre du lac du Bourget, je le rappelais tout à l'heure. DAB+, depuis le 12 mai, on peut nous écouter, nous entendre surtout, dans un périmètre beaucoup plus large. Alors, le GHR, il se trouve qu'il va organiser, alors, je sais pas si c'est un congrès, ou le congrès national. Alors, le congrès national du GHR aura lieu cette année. Alors, les dates exactes, je les ai plus, c'est au mois de novembre. C'est au mois de novembre, d'accord. À La Roche. À La Roche. À La Roche Expo. À Roche Expo, donc en Haute-Savoie. Voilà. Durant l'événement qui est organisé par le campus de Groisy, c'est un autre événement qui s'appelle Épicurisme. Qui porte bien son nom. Voilà, donc qui lie l'équitation et la gastronomie. Ça c'est porté par le campus de Groisy Et son président. Et son président Arnaud Goblet, qui est notre président du GHR Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et donc, on va accueillir le congrès national du GHR cet automne à cette occasion-là. Et donc, vous allez voir fleurir pas mal de flyers, de communication à ce sujet-là. Ouais. Et puis, on va en faire un grand événement. Je promeus cet événement au titre d'Arnaud et du campus de Groisy, qui est un partenaire, bien sûr. Même s'il est haut-savoyard. Un partenaire. Ah, c'est plus qu'un partenaire. Si Arnaud nous écoute, je pense que... Voilà. Bonjour Arnaud. Private joke, si j'ose dire. Non, mais voilà, mais en tout cas, c'est... Campus d'excellence, Groisy, il faut le rappeler. Voilà, qui est le pendant du Fontanil. Donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Ouais. Parce que on se tire pas la bourre entre deux établissements. Ça, il y a aucun intérêt, ni pour les jeunes, ni pour la profession. Voilà. Qui sont situés à une 60aine de kilomètres de distance, mais qui effectivement forment avec des caractéristiques bien particulières. Je le disais tout à l'heure, le Fontanil, c'est un centre de formation qui fait partie du réseau des MFR, ce qui n'est pas le cas du campus de Groisy, mais j'allais dire que globalement, chaque établissement a réussi à impulser de véritables valeurs, un ADN, alors qui est lié à la personnalité du président, du directeur. Je salue le directeur du Fontanil, Nicolas Jacob, bien évidemment. Et moi, je suis absolument époustouflé parce que j'ai la chance de participer à quelques manifestations où, j'allais dire, on est les yeux émerveillés et puis surtout les papilles émerveillées devant les réussites parfois de jeunes étudiants en deuxième année qui produisent des délices de pâtisserie, de boulangerie, de boucherie absolument extraordinaires. Alors, je pense qu'on peut peut-être clore l'émission, on a encore quelques minutes, parce que ces fonctions de vice-président du CFA du Fontanil doivent nous amener, je pense, à expliquer en quoi c'est tout simplement l'avenir de la profession, un socle absolument essentiel pour redynamiser, si j'ose dire, les effectifs. Et puis, non seulement les redynamiser, mais le faire avec cette notion d'excellence qui doit, je pense, présider à l'exercice de la profession. Oui, alors, effectivement, le Fontanil, c'est le centre de formation des métiers de bouche pour la Savoie. Saint-Alban-l'Hesse. À Saint-Alban-l'Hesse, donc métier de bouche, boulanger, pâtissier, boucher, cuisinier et métier de la salle. Donc on ne fait que ça pour l'instant, CAP vente également, mais vente spécialisée pour la boucherie ou vente spécialisée pour la pâtisserie. Donc c'est important quand même parce que le métier de vendeur est également un métier important. Donc c'est une formation qu'on a ouverte l'année dernière et qui fonctionne plutôt bien et qui est en train d'évoluer positivement. Le Fontanil, 600 apprenants en alternance, une équipe de 50 personnes pour les accueillir, un relais de notre profession. C'est l'avenir, c'est les jeunes de nos artisans, bouchers, charcutiers, traiteurs, pâtissiers, boulangers, cuisiniers. Et ça forme effectivement, comme tu l'as dit, à l'excellence. Il y a des formateurs qui sont extraordinaires, avec un professionnalisme. Enfin, moi, je les côtoie régulièrement. Je suis éberlué toujours par leur capacité à pouvoir s'engager dans cette démarche de transmission. Parce que ce sont des enseignants aussi.
Ben, ce sont des professionnels voilà. qui se sont transformés en enseignants. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'on ne les appelle pas des enseignants, mais des formateurs. Et c'est vrai que ce centre de formation, il est juste extraordinaire. Et il a un sens de l'accueil avec une rénovation depuis qu'on a engagé il y a 5 ans. Il a explosé. On est parti de 300 apprenants. On en est à 600. Là, en préinscription, on en est à 680. On n'osait pas imaginer une telle réussite. Et donc, je fais le pendant avec Groisy, Groisy est un peu plus gros, 900 apprenants, mais ces 2 établissements travaillent en collaboration. Et ça, c'est pareil, c'est travailler ensemble, trouver des solutions ensemble. Et puis, il faut pas, si un jeune préfère aller à Groisy plutôt qu'au Fontanil, laissons-le aller. Et si un jeune préfère aller au lycée hôtelier de Challes-les-Eaux parce qu'il n'est pas prêt pour entrer en alternance, laissons-le aller sur un circuit scolaire classique. Dans tout ça, dans la formation, il faut pas oublier le jeune. Si le jeune est prêt pour entrer en alternance, c'est top. S'il n'est pas prêt, qu'il continue un circuit normal, ça me va bien. Le tout, c'est qu'on ne le dégoûte pas de ce métier et qu'on en fasse des professionnels aptes à être embauchés à l'issue de leur formation. Et ça, c'est tout ce qu'on demande. C'est absolument indispensable et essentiel. Je voudrais quand même le dire et le rappeler. La voie professionnelle est une voie qui, en France, a connu des années et même des dizaines d'années très difficiles, puisqu'on nous a tous expliqué que c'était une voie de garage, dans laquelle il ne fallait surtout pas s'insérer, parce que seul l'enseignement général était digne, entre guillemets, d'être suivi. On se rend compte aujourd'hui avec l'explosion, alors peut-être un petit peu trop importante au regard des capacités d'appréhension justement, mais bon, je crois qu'on est passé de 200 000 à 1 million d'apprentis en quelques années, ce qui pose effectivement des difficultés de prise en charge. Par contre, lorsque l'on se rend compte de l'implication de la plupart, même s'il y a toujours un petit peu de perte en ligne, de la plupart de ces apprentis, du sérieux dont ils font preuve, du professionnalisme et surtout de l'expertise qu'ils ont acquise en 2 ou 3 ans, je pense qu'on peut considérer qu'il y a encore un très 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 bel avenir dans la restauration et l'hôtellerie française. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les métiers de bouche. Ouais. On est, à l'heure actuelle, leader, je pense, mondial sur ces activités-là. Oui. C'est pas des activités délocalisables. Non. Faut pas l'oublier. Et puis, moi, je me souviens, gamin, on disait qu'en l'an 2000, on mangerait des pilules et les voitures voleraient. C'est pas le cas. Et on retourne vers le vrai. On retourne vers la bonne pâtisserie. On retourne vers des bons bouchers. On retourne vers des restaurants où la cuisine est faite maison. On retourne vers du vrai. Et on a encore ça. Et ça, c'est dans notre ADN de Français. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, moi, pour voyager, pas tant que ça, mais pour voyager un petit peu, il y a certains pays où cet ADN de bien manger n'existe pas. Non. Nous, en France, on a une chance. Quand ça va pas bien, on mange pour oublier. Quand ça va bien, on mange pour fêter. Et puis quand on est au milieu, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. On va manger. Donc, c'est une chance. Ouais. C'est une chance. Maintenant, faisons-le bien. Faisons-le en respectant nos salariés, nos collaborateurs. Faisons-le en respectant nos clients. Et pourquoi pas aussi parfois que les clients nous respectent un peu plus. Merci pour ces mots de la fin, Michel, qui résument parfaitement à la fois ton propos, ton implication. Je rappelle encore une fois que tu as cette constance d'être à la fois un chef d'entreprise à la tête d'un restaurant qui est un restaurant historique de Chambéry, le restaurant le Savoyard, mais aussi d'être impliqué depuis, on va dire, une vingtaine d'années dans le monde de la représentation syndicale, pas pour faire beau ou pour faire œuvre d'ombre, si j'ose dire, mais pour participer avec toute ta conviction, toute ta détermination, et pas tout seul, mais avec des équipes, à la défense des intérêts de la profession. Mais la défense des intérêts de la profession, je pense que dans une certaine mesure, et même fondamentalement, c'est la défense des intérêts des consommateurs, c'est-à-dire des clients que tu reçois chaque jour. Et je pense que ta passion quotidienne, c'est de les satisfaire. Tout à fait. On est bien d'accord. Tout à fait. Et tout ça avec des jeunes. Et tout ça avec des jeunes. L'avenir, en tout cas, je pense qu'il est entre de bonnes mains. Il est entre les mains de ceux qui préparent
les jeunes à devenir de futurs cuisiniers, pâtissiers, boulangers, bouchers, spécialistes des métiers de bouche, et je pense que c'est une spécificité française, que l'on a bien raison, dont on a bien raison, d'être très fier. Merci Michel Nas pour Merci Benjamin. Cette émission qui s'achève. Ce sera d'ailleurs la seule et unique émission du mois de mai, puisque nous nous retrouverons au mois de juin pour la première émission du Grand Bain de l'Écho du mois de juin 2025. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Grand Lac. N'oubliez pas, sur le DAB+, et n'oubliez pas non plus que nous sommes le Grand Bain de la vie locale. À très vite. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac.